L'œuvre ne change pas, mais l'appréciation ou le rejet fait que notre propos peut changer vis-à-vis du projet, quoi. Mais l'œuvre en elle-même ne change pas. On ne change pas les photos, on ne change pas les peintures. Non, l'œuvre en elle-même ne change pas, mais notre relation à l'œuvre, elle change. Ouais. Parce que toi, tu as l'impression que si ta relation à l'œuvre change, ton œuvre change. Non, elle change pas, mais elle porte plusieurs messages du coup. Ou une dimension que j'avais pas forcément perçue au début. Ouais. En fait, j'ai l'impression que de toute façon, ce projet, il nous dépasse un peu, tu vois. Genre, on a commencé avec un truc, on a produit un premier geste, et le fait d'avoir voyagé avec ces œuvres, déjà, en fait, c'est un peu la même chose que j'avais déjà vu en passant du temps avec une œuvre. Déjà, elle t'apparaît pas de la même manière. Quand tu regardes une image très longtemps, elle est tout le temps différente. Soit tu l'oublies, elle fait partie de ton paysage, soit tu y vois des détails que tu n'y voyais pas au début, quoi. Et j'ai l'impression que dans notre geste, en tout cas, il y avait des choses qu'on a aussi, par exemple, créées de manière instinctive, ou par rapport à une intuition qu'on avait, ou de sujets qu'on avait, et qui nous ont apparus par le voyage de l'œuvre, comme valider la théorie qu'on avait faite, tu vois. Comment ça se fait que... Enfin, comment ça se fait? J'ai plus ou moins réponse à ma question, mais je la pose quand même. C'est-à-dire que quand on se met à créer des choses qu'on devine ou qu'on on se projette avec cet imaginaire-là, ben comment on se fait quand on se retrouve dans cette situation? C'est-à-dire de créer un truc qui n'existe pas, là où le voyage nous permet de valider ce qu'on a projeté et ce qu'on a imaginé. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais en gros, c'est on se retrouve à créer un imaginaire de par une absence. Le voyage confirme cet imaginaire qu'on a créé. Parce que personnellement, même dans mes recherches, je ne sais pas, peut-être que c'est probablement une erreur de ma part, mais à aucun moment dans mes moodboards, j'étais tombé sur des images de Salvador et du Brésil, quoi. Moi, j'étais tombée sur quelques représentations d'Imanja, mais très peu sur des représentations qu'on voit ici à Salvador particulièrement. Ouais, de par je pense il y a une forme de méconnaissance peut-être de notre part de cet impact ici. Mais aussi comment chercher, comment commencer une recherche. Ouais. Ça pose aussi cette question-là, genre c'est pas évident. Quand par exemple on parlait du fait qu'il manque certaines structurations sur le territoire qui fait que c'est difficile d'aller rechercher ce qui s'est fait avant. Ouais. Ou d'avoir des matériaux pour avoir un imaginaire, pour pouvoir se projeter, pour s'inscrire dans une histoire, c'est compliqué. Là, tu as parlé justement du fait que on parlait du fait qu'il n'y avait pas d'imaginaire, il n'y avait pas d'image, donc on a créé un imaginaire et cet imaginaire, il a été confirmé par les voyages. Et chaque voyage confirme ou peaufine chaque axe du projet, entre guillemets, et que par exemple, ces voyages n'étaient pas projetés. Oui. Mais le fait qu'on ait fait ce choix d'installer un socle solide sur le projet fait que même si on s'est imprégné d'une forme d'afrofuturisme, et quand on fait le voyage, on est dans tous les cas dans une forme de conversation entre les territoires, de respect. Parce qu'à aucun moment on a changé en disant c'est Yemanja finalement. Oui. Non, on est resté sur et c'est hyper important de rester sur cet axe-là, parce que par respect pour la culture brésilienne et la spiritualité autour de Yemanja, et aussi par respect pour les nôtres aussi, parce que cette démarche-là, il y a une forme de volonté de proposer un afrofuturisme pour être dans un... j'ai pas le mot, autre mot qu'opérement, j'aurais bien aimé trouver un mot créole pour ça, c'est-à-dire une forme de djoubaté pour aller vers
voyer d'ouvent, tu vois, c'est-à-dire un truc où on élève tout le monde sur une réflexion, que ce soit sur l'environnement, sur la position de nos sœurs dans la société dans laquelle on est, nos sœurs afrodescendantes ou autochtones, et cette figure, comment elle fait peur et tout. Donc bref, le fait qu'on ait ingurgité ce socle solide là a fait que les voyages ont été consommés, ont été faits dans un respect. Là où le projet y passe, en tout cas au Brésil, je pense qu'en tout cas, et en Uruguay, il y a de bons échos, quoi. Symbolique qu'on a créé à travers ce projet, je m'en suis rendu compte que après avoir été à Salvador de Bahia. J'avais pas conscience que... Moi, c'était plus après Belém. Hein. Belém, parce qu'à Belém, il commençait déjà à parler de... T'entendais des gens qui parlaient, ça était là, mais wow. En Guyane, il y avait vite fait des personnes de la communauté brésilienne qui pratiquent le candomblé, qui en avaient parlé à un moment, je crois. Et aussi haïtienne un peu, avec Simbi. Ouais, mais ils n'ont pas parlé de Yemanja. Non, ils n'ont pas parlé du... Et en fait, même Simbi ou les autres noms qu'il y a en Haïti, on n'a jamais su si c'était bon ou mauvais. On n'a pas de son de cloche, alors que là, c'était systématiquement bon partout. Le seul, effectivement, son que j'avais eu, c'est Annie-Claude qui nous a aussi donné d'autres informations sur les communes de l'Est guyanais qui, eux, ont une autre relation. Et ça, c'est à ne pas minimiser. Avec Mandilo, et c'est vrai que les textes qu'elle a confiés, les récits qu'elle a confiés, ça n'a pas confirmé une certaine intuition, mais on se demande pourquoi cette figure-là est-elle diabolisée, qu'est-ce qui fait que... Et quand elle apporte des éléments de réponse en expliquant que y a des anciens qui, eux, n'ont pas vécu ça, ne lui ont pas confié ça. N'ont pas cette version-là. Ouais. Et que finalement, ce soit aussi compliqué d'en parler sur la place publique, d'évoquer son nom. Non, c'est clair. C'est que c'est pas si facile de trouver, même bon ou mauvais, quelqu'un qui veuille parler de cette figure. Non, et on a eu cette intuition. En tout cas, à la période où on le fait, en 2021, fin 2020, on aborde le sujet. Début 2021, on commence la résidence. À cette période, c'était déjà mon monde d'îlot n'était pas visible. C'était pas mon monde d'îlot. Alors qu'en fait, récemment, je suis tombé sur un ancien son de Kaseko. Je crois que c'est le groupe Wapa. Ou c'est Dalil. Je sais plus, il faudrait que je retrouve pour pas dire de bêtises. En fait, elle parle bien de mon monde d'îlot. C'est une ancienne, c'est un son qui date de Nani Nanan. Et elle parle pas de mon monde de l'eau. Là où, à la période. De le ressortir. Ouais, il faudrait que je le retrouve. Là où à la période où on le fait, le plus répandu c'est Moment de l'eau. Même moi quand je fais le son en 2015-2016, là je parle de Moment de l'eau. Ce soir je vais voir la mer des eaux, je me noie dans le flot. Bonsoir Moment de l'eau, je me noie dans le flot. Je parle pas de Moment d'îlot, et après il y a ce truc de non, il est important de parler de créole guyanais, donc tu repars sur la formulation. Et tu te rends compte que en fait, tu n'inventes rien. Les anciens, ils étaient déjà sur ça. Ben oui, tu vois la performance protéiforme qu'on fait avec le Diloka, avec différentes personnes qui interviennent autour de ça. Quand on va aujourd'hui dans le Comblé, c'est différent. Là, d'un côté, c'est une religion, et de l'autre, ça a été un acte artistique. Mais c'est clair. Mais qu'est-ce qui a inspiré cette œuvre? Qu'est-ce qui a inspiré? La personne. Qu'est-ce qui a inspiré? C'est le format de l'Église. C'est le format, bien sûr, de l'Église. Et de se réapproprier cette célébration spirituelle, carrément. Exactement. Mais quand on vient ici et qu'on voit, en fait, à travers les terreiros, une pratique qui peut s'approcher de ce qu'on a pu proposer aussi
Ouais. C'est-à-dire qu'avec les rites du soin, Ouais. même si on ne peut pas comparer, mais il y a une forme aussi de mise en scène, Le théâtre. de théâtralité, de personnifier la croyance et de la rendre palpable, tu vois, de rendre quelque chose palpable. Et il y a la musique, il y a la danse qui est hyper importante, et il y a aussi la nourriture et le soin. Le soin qui est hyper présent. C'est en ça la question. Après, je vais revenir avec une autre question pour revenir sur le sujet du voyage, mais pour en tout cas fermer la parenthèse sur ça, c'est est-ce que c'est pas propre à tous les êtres humains? En tout cas, j'ai l'impression que là j'ai parlé d'église en termes d'inspiration sur le schéma, sur le format, mais quand on regarde le candomblé, le schéma est le même, tu vois, avec une forme de personnification, théâtralisation, nourriture. C'est pareil, tu vois, j'ai grandi avec le truc, il y a des différences, mais l'axe, il y a beaucoup de similitudes, tu vois, et c'est en ça que quand on donne naissance à cette performance protéiforme, ben c'est vrai que la question c'était, on fait pourquoi pas en fait, pourquoi pas dans ce monde qu'on crée, pourquoi on ne célébrerait pas cette spiritualité autour de Momandilo, et en quoi ce serait mal ou considéré comme blasphématoire. Là où après quand on voyage, bam, on voit que ça se fait. On voit que ça se fait, et le faire exister, c'est lui donner un nom, c'est le mettre sur l'espace public, et cette dimension-là, on l'a fait de manière un peu instinctive, sans vraiment savoir la dimension que ça allait prendre. Et quand on vient ici, on comprend aussi, et quand on vient ici ou ailleurs, et qu'on a ces échanges-là, comme tu dis, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas commencer à un endroit pour faire exister quelque chose? Et c'est ce qui s'est passé aussi en Guyane quelque part. Le nom de Momandilo, depuis 2022, est devenu beaucoup plus présent. Les gens en parlent plus. Je ne sais pas si on a contribué à ça. En tout cas, il y a eu un retour vers ces entités. Cette entité, je ne sais pas si les autres... D'ailleurs, il faudrait creuser. Peut-être qu'il y en a d'autres qui mériteraient le même coup de projecteur, entre guillemets, pour continuer à questionner ce rapport aux spiritualités non issues du catholicisme, quoi. Mais... Je voudrais quand même revenir sur l'aspect voyage, parce que c'est ça la question de cette vidéo-là. Ah, pardon. En fait, j'allais parler que l'autre aspect aussi de ce projet, c'est qu'on ne pouvait pas savoir que ça allait prendre cette dimension du voyage, où on fait plusieurs étapes au Brésil, aux États-Unis, en Uruguay, en France, en Guyane. Et c'est comme s'il y avait aussi ce parcours de l'eau un peu, tu vois, comme quand on disait toujours que l'eau, elle suit son chemin, elle sait où elle va. Il y a quelque chose comme ça, un peu d'initiatique qu'on a eu aussi, où chaque fois qu'on est arrivé à un endroit, ça a permis de découvrir une autre façon de concevoir cette entité-là, ou de rapport, ou de croyance, ou de célébration, d'honneur, d'une autre forme que l'absence qu'on pouvait vivre en Guyane. Ouais. En tout cas, le voyage a permis de confirmer certains points qui ont été abordés par cette volonté de proposer un nouveau monde autour de l'eau, tout ce point de départ-là, qui est purement né de l'afrofuturisme, qui est purement né des influences que nous avons aussi de la culture hip-hop ou autre. Le voyage a apporté ce nouveau souffle à nos réflexions autour de ce projet, ou a apporté surtout cette validation autour du projet. Là où on y croyait avec de l'afrofuturisme et en soumettant au public des propositions artistiques qu'on estime être du fictif total, le voyage, il a dit en fait, c'est pas fictif votre délire là, c'est pas du tout fictif. Je pense qu'il y a même des moments où on était seul à croire à la vision qu'on pouvait avoir, et il y avait un sentiment des fois peut-être de solitude même dans le processus qu'on pouvait avoir, alors que quand on vient par exemple au Brésil,
il n'y a pas non plus de méfiance face à l'imaginaire qu'on propose, parce qu'ici, il y a une autre relation avec le sujet évoqué de Mamandilo, Yemanja, de cette entité de l'eau. Il y a une relation qui est très très différente que du territoire d'où on est parti. Et c'est vrai que pendant un moment, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'était une bonne chose de travailler sur un personnage qui était à la fois vénéré et craint, tu vois, parce qu'on touche aussi à des choses qui peuvent nous dépasser. Et il y avait tout l'enjeu de quel langage on utilise. On marchait sur des œufs aussi à certains moments, et c'est important aussi. Et je trouve que... À aucun moment j'ai senti que je marchais sur des œufs. Ah ouais? Ben, moi j'estime que depuis le départ, c'est comme si je ressentais une forme de légitimité d'aborder ce type de sujet, parce que étant de cette culture, de ces territoires, je me suis dit, oh mais il faut qu'on en parle, frère, il faut qu'on en parle. Et là où les œufs, c'est peut-être pour la performance protéiforme, sur comment elle est présentée. C'est pas tant sur le fait de on y va, on en parle, les œufs. C'est plus sur, par exemple, la manière dont ça a pu être reçu comme à Saint-Laurent, où c'est pas si facile de proposer un imaginaire avec une entité qui fait peur. Et d'avoir les ça bons dépend. mots. Ben justement, c'est ça le truc, c'est que on a ce truc-là en tête où c'est une entité qui fait peur, mais moi, quand je sais que dans mes arrières, là, c'est Annie-Claude Clovis qui nous fournit des textes où les Gangans, ils ont dit totalement autre chose. Partie de ce principe, moi, j'ai pas peur, en fait. J'ai pas peur, je ne crains pas, parce que tu veux venir devant moi me dire « Ah, non, faut pas parler de ça ». Ben non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, je me sentais limite armé, parce qu'il y avait cette validation d'un Gangon qui était là avec nous, et pas que elle, tu vois. Quand on fait la table ronde, on sent que c'est pas que Annie-Claude qui est sur cet état d'esprit. Et c'est rassurant, tu vois. Et c'est en ça que, non, pas des œufs, juste peut-être une crainte sur l'incompréhension à certains moments, tu vois, sur la performance protéiforme précisément. Mais le reste, moi, je trouvais ça archi intéressant de mettre ça, d'en parler, quoi. Et que ce nom soit visible, et que la créolophonie soit positionnée à un certain stade, ces femmes soient positionnées à un certain rang, et surtout ce truc circulaire qui a été fait sur toutes ces personnes qui ont été sollicitées sur le projet, même sur les voyages, tu vois, c'est un kiff quand tu fais ces voyages, ben, tu parles de tout ce tissu entrepreneurial qui a contribué au projet. Je trouve que c'est lourd. En tout cas, ouais, ce projet, ce qui est vraiment fort, c'est la dimension du voyage qu'il a pris, et le fait qu'on a l'impression aussi d'être dans un mouvement transatlantique où ça nous amène Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, on espère Afrique, et où quelque part on est en train de créer qu'est-ce qui résiste, quoi, cette espèce de résistance, cette espèce de rencontre, de transmission du savoir, de connaissances. Ça nous a apporté tout ça, et je pense que ça va encore grandir, et je l'espère, parce que ça nous dépasse et ça touche à des ancestralités qui aujourd'hui ont besoin d'être remises dans l'espace public, dans nos discussions, pour décloisonner nos imaginaires. Ouais, de ouf. On en a besoin. De ouf. Le travail continue dans ce sens, hein. En tout cas, vive le voyage, vive l'export, mais pas l'export pour s'expatrier, l'export pour revenir plus fort, quoi.